L'action commence quand on ralentit. Un podcast présenté par Sébastien Morel. Bonjour à tous et bienvenue dans Récup Active. Aujourd'hui, on s'attaque à un sport spectaculaire, malheureusement trop peu connu du grand public, le télémark. Un sport entre tradition, élégance et exigence physique. Mais qu'est-ce que le télémark ? Comment se déroule une compétition ? Comment on s'y prépare physiquement et mentalement ? Et pour en parler, j'ai la chance de recevoir deux athlètes de l'équipe de France de télémark, Augustine Carlier et Argeline Tan-Bouquet. Récup Active, c'est parti. Merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation. Rapidement, pour tous nos auditeurs qui vous découvrent, comment vous vous présenteriez en quelques mots ? Moi, c'est Argeline Tan-Bouquet. Je suis en équipe de France de télémark depuis un certain nombre d'années. Pas loin de 13-14 ans maintenant, après les années juniors. Avec les années juniors, j'ai 209 départs en Coupe du Monde, donc ça commence à faire un paquet. 73 podiums, dont 13 victoires. 2 globes de cristal dont je suis très fière. Et à côté de ça, je suis kiné en libéral. Et moi, du coup, c'est Augustine Carlier, j'ai 20 ans. Je suis membre de l'équipe de France de télémark depuis un peu moins longtemps, je dirais 4 ans. Et j'ai moins de podiums qu'Argeline, j'en ai 15 à mon actif, dont 3 victoires. Et puis là, je suis plus junior, donc j'ai été junior jusqu'à maintenant avec du coup 7 titres individuels de championne du monde junior. Et maintenant, ça rigole plus. Je suis dans la cour des grands. Et à côté de ça, je suis étudiante en dentaire, en 3e année sur Lyon. Ça se passe bien ? Ouais, c'est cool. Parfait. Est-ce que vous pourriez expliquer du coup rapidement, pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas le télémark, quel est ce sport et en quoi ça consiste ? Ouais, du coup, le télémark, c'est vrai que c'est un peu dans l'ombre de d'autres disciplines diverses, mais c'est une discipline hyper complète. On a un slalom géant, un saut au milieu, on reprend dans un slalom géant et on finit par un virage relevé un peu à 360 degrés qu'on appelle le loom. Le loom, ouais. Okay. Avant de finir par un ski de fond, un skating. Donc ça, c'est pour la faire un peu courte. T'as des choses à dire ? Voilà, après on a du coup 3 disciplines avec toujours les mêmes modules que Augu a présenté. On a le format sprint qui est en 2 manches de à peu près 1 minute avec tout ce qu'il y a, donc géant, saut, retour dans le géant, loom et ski de fond, avec je dirais en général 2 tiers de géant pour 1 tiers de skating. Ça ressemble à peu près à ça. On a la classique qui est en 1 manche, ça c'est la discipline préférée d'Augu, qui est longue. En général, on est plutôt autour des 2 minutes, 2 minutes 30 avec soit un très long géant et un long ski de fond, soit un milieu de parcours avec du fond, retour dans le géant et de nouveau du fond à la fin. Et on a la parallèle sprint, du coup, qui est plus courte, en général 50 secondes, avec un tracé qui est type parallèle, un peu comme en alpin, avec des virages plus serrés, plus empilés. Et on court avec un concurrent dans le tracé d'à côté, et c'est une élimination directe, c'est-à-dire qu'en 1 manche, celui qui est arrivé en premier passe le tour suivant. Donc ça fait, les filles, on part en quart de finale, les gars en 8e, et après ça fait quart, demi, grande finale, petite finale, et voilà. Avec du coup un tableau de chaque côté et ça se rejoint jusqu'à la finale. C'est ça, exactement. Okay. Avec du coup on a chacun notre parcours, on a le saut qui est commun, mais on a chacun notre ligne. Et par contre on se rejoint dans le loom, dans le virage relevé, on n'a qu'un seul loom, donc on se retrouve. Donc il y a des fois une stratégie de si t'es devant, comment faire pour ne pas te faire doubler. Si t'es derrière, comment tu peux potentiellement doubler l'autre, lui faire un inter. C'est ça, puis il y a des règles, après le ski de fond, voilà, des règles qu'il faut respecter pour pas griller les priorités, tout ça. Pas gêner, il y a souvent des disqualifications, des choses comme ça, parce qu'il y a un peu de contact et le but c'est de pas venir volontairement en contact avec l'autre. Des fois ça arrive, mais voilà, du coup il y a toujours un petit peu d'effet de course, mais c'est chouette, c'est hyper vivant. Du coup, le début de la course, qui est chacun de son côté, c'est exactement le même. Ouais. Où il y a des petites différences. Normalement, les tracés sont exactement parallèles. Il y a un tracé rouge, un tracé bleu. Après, l'avantage, c'est on a une qualif au tout début et ça, c'est au chrono. Et ça va faire ensuite le tableau et celui qui est devant dans la qualif, il peut choisir son parcours. Donc des fois, selon le terrain, il y a un parcours qui peut être un peu plus avantageux ou alors une ligne au saut. Ça peut va mieux, ouais.
Mais en tout cas, voilà, c'est selon la qualif qu'on peut choisir ou non son parcours dans le parallèle qui est censé être Identique, pareil. mais Ouais. il y a quand même certaines... Bah déjà, il peut y avoir un avantage parce que là, ça arrive que les deux tracés se dégradent pas à la même vitesse, que tu as un tracé qui est à peine plus au soleil, donc du coup la neige est plus molle, donc ça se dégrade plus dans le bleu que dans le rouge. Donc au début, peut-être que tu avais choisi le bleu, mais au final, tu veux passer dans le rouge qui est un peu plus dur. Enfin voilà. Et vous pouvez changer jusqu'au dernier moment? Enfin, À l'arrivée, avant de remonter pour Ok. prendre le nouveau départ, tu dois annoncer ton choix. Ok. Donc après la qualif? À chaque run. Ok. C'est-à-dire, si je fais mon quart de finale et que je le gagne, j'annonce quel tracé Ok. je veux. Ensuite, je fais les demi-finales, j'annonce quel tracé je veux. Je peux changer à chaque fois. Donc ça Voilà. rajoute un côté aussi, faut Stratégique, s'adapter C'est ça. et ça rajoute quelque chose à la course. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'effets de course, faut tout le temps s'adapter, et puis c'est assez stimulant la parallèle, je Ouais, pense. vraiment. Ça... Vraiment. Ouais, ça doit être stylé de... sympa. Ouais. C'est hyper intense. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça, je veux bien vous croire de concourir du coup à côté. Mais donc, vous voyez la personne. Elle est pas... Ou pas, ouais, Des ça fois, on dépend. la voit. Des Si elle est devant, tu la vois. C'est pas bon signe Ouais, que tu Ça, la c'est vois. pas... Si tu la vois, c'est que c'est pas Ouais, possible. mais des fois, tu l'entends. Enfin, toi, je sais pas si t'entends, mais moi, des fois, j'entends ou tu la sens. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand t'es à côté, des fois, tu sens finalement où est Présence, l'autre. ouais. Ouais. Puis surtout, quand t'arrives dans le loom, il n'y a rien qui est joué parce que l'autre, elle peut être juste derrière et te prendre une ligne et te doubler. Puis après, il y a les pénalités aussi. On lève la tête et on nous affiche le nombre de pénalités qu'on a eu dans le géant. Quand vous arrivez, du Quand coup, on à la arrive fin, vous avez le nombre de À pénalités. la sortie du loom, ouais. Et vous pouvez vous prendre quel type de pénalité, du coup? Ça En se passe comment? En fait, ça peut être une pénalité par porte. Ok. Et au saut, en sprint et en classique, on a 3 secondes. Enfin, ça dépend, 2 ou 4 secondes de pénalité. Là, en parallèle, c'est 1 seconde. Donc, en fait, on peut prendre 1 seconde par porte et 1 seconde au saut. Et vous les prenez par rapport à quel fait de course? Si vous... En fait, c'est ça qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'en TLM, on a le chrono, Ouais. comme une course, par exemple, en fond, en alpin. Et on a des juges qui regardent notre passage et qui estiment si, par exemple, si on ne s'est pas suffisamment mis en position télémarque avec donc un pied en avant par rapport à l'autre, ce qui fait qu'on est en fente. Si on a fait une faute et on a voulu se rattraper, on a fait un virage en alpin. Du coup, là, on est susceptible et on mérite de prendre une pénalité. Donc, on prend 1 seconde qui est ajoutée à notre chrono. Ça, c'est valable pour le format sprint et le format classique. Mais en fait, en parallèle, c'est le premier arrivé qui a passé la ligne d'arrivée qui a gagné. Et du coup, pour ça, en fait, on peut avoir soit 0, 1, 2 ou X. X, c'est plus que c'est 3 et plus. Et c'est en direct, c'est-à-dire que on prend le loom, on sort du loom et il y a deux personnes qui lèvent un panneau assez grand avec notre couleur et le chiffre du nombre de pénalités qu'on a pris sur cette manche. Donc, c'est un truc radio, c'est rapide, hein, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps entre notre manche et l'arrivée. Ouais, bah ouais. Et là, nous, on sait, on sort du loom et on a la route le plus court à l'arrivée, c'est le 0. 1,50 m à côté, c'est le 1. 1,50 m encore après, c'est le 2 et le X. Donc, en fait, des fois, on se croise parce qu'on n'a pas les mêmes pénas. Mais des fois, moi, j'ai pu prendre 1 et une autre, ma concurrente, a pris 0. Mais si je suis devant elle et que je suis un peu plus rapide, je peux quand même gagner. C'est pas parce que j'ai une péna de plus. Rien n'est joué. Ouais, Hein. Voilà, c'est ça. Au final, c'est le chrono qui compte. Donc, même Exactement. si vous prenez la pénalité, Ouais. si vous êtes vraiment beaucoup plus rapide que l'autre, ça le fait. C'est ça. Alors qu'en sprint et en classique, c'est vraiment à la fin, on a notre fiche de résultat, tu as ton chrono, tu as le nombre de pénalités que tu as pris en géant et les pénalités que tu as pris au saut. Donc au saut, c'est ce que disait Augu, on a une distance à passer minimum, il y a une ligne au saut. C'est combien la distance minimum? Ça dépend du saut et ça dépend de la discipline. Okay. C'est-à-dire que sur un même saut, en sprint, on va beaucoup plus loin, 2 fois plus loin, je pense, en parallèle. Ouais, puis en parallèle, ça serait un peu dangereux d'aller plus loin alors qu'il y a quelqu'un d'autre à côté. Et le tracé est beaucoup plus empilé aussi. Donc, on ne peut pas aller aussi loin. Empilé, ça veut dire serré. Les portes sont très proches les unes des autres, donc on ne peut pas avoir un saut aussi important. D'accord. Ce qui fait que nous, le saut, à la différence du ski alpin, quand par exemple ils ont des sauts en discipline de vitesse, en super G ou en descente, ils vont plutôt amortir, parce que plus tu as de contact avec la neige, de temps de contact, plus tu vas vite. Quand tu es en l'air, tu as tendance à décélérer. Nous, on est obligé de mettre une impulsion vers l'avant, parce que le but, c'est d'aller loin pour franchir cette ligne. Si tu franchis pas la ligne, en sprint, on a 2 secondes de pénalité, et en classique, on en a 4. Okay. Donc ça dépend de la course pour la durée de la pénalité. Mais dans tous les cas, tu n'as pas envie de la prendre la pénalité. Ouais, 2-4, c'est vraiment chaud.
Parce qu'en général, c'est quand même des écarts de temps qui sont très restreints entre les participants. Donc, On a souvent plus d'écart qu'en ça. en ski alpin, parce que justement, il y a le fait qu'il y ait des pénalités. Mais en temps, souvent, c'est assez serré quand même. Mais ça peut être assez serré. Donc, une pénalité coûte assez cher. D'où le fait, et l'importance de soigner sa fente et d'avoir un ski rapide, mais surtout juste propre. Et propre. Ouais. D'accord. Donc, on a toujours, si on revient et on refait un petit résumé sur ce qu'on vient de dire, on a toujours la même répartition de courses selon les 3 courses. Après, c'est juste du coup le parcours qui va changer un petit peu. Et c'est toujours, par contre, le temps qui fait la différence au classement final. Sur les 3 types de courses, c'est toujours le temps qui fait, avec les pénalités, pas trop, on l'espère. Ouais, il faut aller le plus vite possible, en gros. Donc, c'est 3 sprints au final, c'est 3 fois où on va le plus rapidement possible. Exactement. D'accord. Et du coup, au niveau d'une saison de Télémark, ça se passe comment ? Vous avez combien de compétitions ? On a parlé en off du coup des championnats et de la Coupe du Monde. Ça se passe comment ? En gros, on a donc une Coupe du Monde tous les hivers. C'est-à-dire que on a une vingtaine, cette année je crois que c'est 21 épreuves de Coupe du Monde qui sont réparties sur, je dirais, 8 ou 9 étapes. Ça change tous les ans du coup, parce que tu disais cette année il y en a 21. Ouais, des fois il y en a moins. C'est-à-dire que des fois il va y avoir une étape, là typiquement au Contamine-Montjoie, où il y a 3 épreuves. Donc on va avoir d'ailleurs la sprint classique et la parallèle. Mais des fois sur une étape finalement il n'y a que 2 courses. Ils n'ont pas pu en organiser une 3e parce qu'ils ont autre chose au calendrier ou parce que ça coïnçait par rapport à notre calendrier. Enfin voilà, donc ça change un petit peu. Globalement, on va souvent quand même dans les mêmes stations. Des fois, il y a des petites nouveautés, mais... C'est partout en Europe ? Vous partez loin, du coup, Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aux US. Je crois que la dernière fois, c'était 2019. Ok. Ouais, mais au niveau de l'Europe, on bouge Suède, Norvège, Autriche, Italie... France aussi, Suisse. Slovénie, des fois, la Suisse. Et c'est tout le temps une compétition dans chaque pays ou il peut y avoir plusieurs compétitions dans le même pays ? Il peut y en avoir jusqu'à 4, je dirais, par 4 dans le même pays ? Ok. Ouais, c'est ça. Après, c'est 4 par étape, mais des fois, il y a 2 étapes françaises ou 2 étapes suisses dans des endroits différents, dans des stations différentes. Et vous bougez du coup entre les étapes ? Ok. Donc, par exemple, il y a une semaine où on a une étape française. Ensuite, la semaine d'après, on est en Suisse. La semaine d'après, en Italie. Et on enchaîne les voyages comme ça. C'est dense, du coup. Ouais. Il y a des moments où c'est condensé. Puis après, il y a des moments de pause. Des fois, qui sont presque un peu longs. Quand des fois, tu as 3 semaines de pause. Après, ça permet de revenir un peu à l'entraînement aussi. Mais c'est sûr que ça coupe. Et puis quand... Ça te sort un peu. Sinon, des fois, on est souvent en déplacement. C'est assez condensé. Le mois de janvier et mars, surtout. Ouais, parce que j'allais dire, c'est sur combien de temps la compétition ? Cette année, on commence le 28 novembre et ça se finit fin mars. Ouais, donc sur 5 mois à peu près, 4-5 mois. Donc 21 compétitions du coup sur 4-5 mois. Ouais, c'est assez dense quand même. Avec, en gros, on a 3 dates qui sont sur la fin d'année 2025 et 18 sur 2026. Ah ouais, donc en plus c'est mal réparti, ça va enchaîner. Ouais, c'est ça. Ouais, puis des fois on a le temps de rentrer chez nous, des fois on enchaîne entre la Slovénie et la France, on rentre pas chez nous, donc c'est assez variable. Faut s'adapter un peu aussi à ça pour la récup et bien optimiser tout ça. Parce que ça doit pas être facile parce que du coup vous voyagez tout le temps, on en parlait un peu, tout le temps en bus ou des fois vous voyagez autrement ? C'est quasiment tout le temps en bus. La seule fois où on prend l'avion, c'est quand on va en Suède et en Norvège. Okay. Et du coup, c'est une étape. C'est-à-dire, on prend l'avion, on a une étape avec 2 ou 3 courses, 3 cette année, je crois, en Suède. Ensuite, on reprend l'avion pour aller en Norvège et de nouveau 3 épreuves. Et on rentre ensuite en France. Okay. Donc, sinon, on est en bus. Donc, j'avoue que les 8-9 heures de bus, c'est pas incroyable pour la récup. Mais bon, on s'y habitue. On s'y fait, Vous arrivez toujours pour pas le coup, à dormir. c'est plus écolo. Ouais, c'est plus écolo, mais pas facile de dormir, je pense. Ouais, non, moi, j'arrive pas trop. Mais bon, on met les bas de contention pour optimiser un peu. On s'hydrate bien. La circulation, et ça va. Pas trop, sinon ça fait trop de pouces pipi après. Mais... ça, les pouces pipi, les pauvres coachs, ça en enchaîne. Et puis, du coup, pour répondre à ta question, cette année, on n'a pas de championnat du monde. C'est tous les 2 ans. On est sur le même timing que les Alpins, donc c'est les années impaires. Okay. Donc les championnats du monde ont été en 2025, on les a l'hiver passé au Contamine-Montjoie. Et là, il n'y en aura pas cette année. Les prochains seront en 2027. Début d'année 2026, du coup, ou fin d'année ? Nous, en général, c'est en mars. Ok, donc plutôt début, Ceux de 2025 étaient en mars aussi ? Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est à la sortie de la Coupe du Monde ?
Nous, on a eu encore nos finales de Coupe du Monde après les championnats du monde, mais des fois, c'est la dernière épreuve de l'hiver, ça dépend. Ok, et du coup, tu peux expliquer un peu la différence entre les deux, championnat du monde, Coupe du monde, comment ça se passe un peu le classement général, ce genre de choses? Donc en fait, on a une vingtaine de Coupes du monde, d'épreuves de Coupe du monde par hiver dans les 3 disciplines. En général, on a quand même plus de sprints parce que c'est plus facile à organiser pour les stations qui nous accueillent qu'une classique où la piste est vraiment longue. Il faut un espace suffisamment plat à certains endroits pour qu'on puisse quand même faire du ski de fond, donc ça se prête pas partout. Et la parallèle, des fois, c'est juste aussi le profil de piste qui est pas assez régulier, donc ça serait difficile d'avoir une course équitable. Donc le plus d'épreuves qu'on a, c'est en sprint. Je dirais qu'on doit avoir 10 ou 11 sprints, peut-être 5 classiques et 5 parallèles sur la répartition de l'hiver. Et en gros, il y a donc le but, c'est de gagner chaque course et d'avoir le plus de points possible à la fin de l'hiver parce que, en gros, le gagnant de la course marque 100 points, le deuxième 80, le troisième 60, et ensuite ça fait 50, 45, 40, ça diminue au fur et à mesure. Et à la fin de l'hiver, on fait le total de tous ces points. On va faire le total par discipline, donc le total en sprint, le total en parallèle et le total en classique. Et ça fait un classement général par discipline. Celui qui a le plus de points, celui et celle qui ont le plus de points, ça juge le petit globe, le globe de cristal. Donc le globe, comme il y a un globe en géant, en slalom, en super G et en descente chez les alpins, et qu'il y a aussi en nordique. Nous, on a donc un globe pour chacune de nos disciplines qu'on appelle un petit globe, qui est pas si petit et qui a une valeur. Et ensuite, il y a le gros globe. Et le gros globe de cristal, c'est celui qui prend en compte le total de tous les points marqués sur l'ensemble des 3 disciplines. Et c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont gagner un petit globe, le gros globe. Voilà. Okay. Donc ça, c'est pour la partie Coupe du Monde. Et après, si tu veux présenter les mondiaux. Ouais, les championnats du monde, du coup, c'est plus la course d'un jour. Comme Argeline le disait, c'est tous les 2 ans. Donc, c'est une course tous les 2 ans, c'est quand même assez unique. Et là, c'était en France, en plus, cette année, donc à la maison, au Contamine-Montjoie. Okay. Donc, c'est des courses où souvent, on a un peu des surprises parce qu'il y a des gens, des athlètes qui sont pas forcément sur les avant-postes en Coupe du Monde et qui, en fait, se révèlent au championnat du monde. Et du coup, on a donc, la sprint, la classique et la parallèle. On a aussi la team event, c'est quoi, pour le coup, qui est en fait une parallèle par équipe. Donc, combien, du coup, par 2? On est 3. 3, ok. Une fille et 2 garçons. Et vous l'avez déjà fait ensemble ou pas? Non, parce que c'est la fille, sinon okay. ça. C'est une seule fille, donc on a toutes les deux eu la chance sur 2 années différentes de faire partie de l'équipe. C'est quoi, on vous choisit? C'est en fonction de votre classement? C'est par rapport aux derniers résultats sur la saison et du coup... c'est le coach qui décide qui va en général, on a un remplaçant. On dit l'avant-veille ou la veille... À l'avant-veille de la compétition ou la veille, vous souvent il peu de temps pour se préparer, après, de toute façon, on est sur place parce qu'en général, on a une première course en solo, la sprint ou parallèle. Et ensuite, il y a la team event qui est au milieu. Et ensuite, de nouveau, une course individuelle. Si on court pas, on est là aussi pour encourager les autres. Faire un peu le staff. Parce que du coup, comment vous êtes amené à participer au championnat du monde? Il faut se qualifier? C'est en fonction de votre classement à la Coupe du Monde, ça se passe comment? C'est le coach qui décide. Il sélectionne. Ah, pareil, du coup, c'est chaque fédération qui choisit les athlètes. Exactement. qui vont... Chaque fédération, chaque nation, mais après, chaque nation a ses critères. Et il n'y a pas de limitation de place par nation, alors qu'il y a ça dans d'autres disciplines. Donc, on peut envoyer autant d'athlètes qu'on veut. Et du coup, pourquoi il n'en enverrait pas certains? Parce que s'ils vont pas le niveau, qu'ils n'ont vraiment pas le niveau, ils les envoient pas. Mais souvent, ça laisse la chance à certains athlètes, justement, de participer. Et comme c'est la course d'un jour, aussi de se révéler. Puis de prendre de l'expérience aussi. Voilà. D'accord. Et du coup, vous en avez fait beaucoup des championnats du monde? Moi, j'en ai fait... J'ai eu deux championnats du monde, donc cette année 2025 et 2023. Et toi? Moi, j'en ai fait 6. J'ai fait mes premiers mondiaux seniors, c'était 2015, c'était ma dernière année junior, donc c'était aux États-Unis et on avait sur la même semaine, je crois qu'en 4 jours, j'ai fait 7 courses. Parce qu'on avait des doublons, on avait les mondiaux seniors le matin, les mondiaux juniors la veille. Franchement, c'était hyper intense.
Et j'avais ramené ma première médaille de bronze en individuel en parallèle d'ailleurs. Sur les seniors ou les juniors? Les seniors. Et j'avais gagné chez les juniors. Okay. Ça avait été un Jackpot. gros truc. Ouais, franchement, ça avait été la moisson. Et on avait fait 3 en team event aussi, en team par équipe. Et après, tous les 2 ans, 2017, ça a été une année vraiment incroyable pour moi parce que je fais 3 médailles d'argent, donc un triplé vice-championne du monde, alors que j'avais pas fait un hiver si incroyable. Mais on en reparlera, mais j'avais entrepris un travail de préparation mentale depuis 1 an et je pense que ça a vraiment porté ses fruits à ce moment-là. Ça avait été une semaine, c'était à La Plagne en Savoie, ça avait été vraiment incroyable. 2019, ça s'était bien passé aussi en Norvège. Pour moi, j'avais ramené une médaille d'argent et une médaille de bronze. J'avais gagné la première manche en sprint, mais je m'étais fait passer devant à la 2 par Amélie Wenger-Raymond, une Suissesse qui gagnait tout. 2021, ça a été une année catastrophique. Tout mon hiver, donc les mondiaux étaient à l'image de mon hiver. Je suis passée à côté. 2023, je me suis fait un croisé à la première manche de sprint aux mondiaux. Aux mondiaux, ouais. Ouais, donc j'étais bien partie. Franchement, je la sentais trop bien cette journée, mais je me suis fait un genou du coup en réception de saut. Mais après, j'ai pu encourager typiquement la team event le lendemain. Je crois que c'était le lendemain. Non, ça s'était décalé. Le lendemain, ils avaient mis la parallèle individuelle et après le par équipe. Et du coup, Auguste avait couru la parallèle et ils ont gagné. La France a gagné cette année-là. Et puis du coup, 2025, là, au Contamine Montjoie. Ça s'est pas passé comme prévu, mais on a eu un peu des péripéties. On est tous tombés malades presque, je crois. 15 athlètes sur 19. Des compétitions mais ça a été le timing était catastrophique, quoi. Vous avez tous chopé quelque chose? 15 sur 19, ouais. On a tous eu la gastro. C'était horrible. Puis que les Français. Et le DT. Et ceux qui étaient sur la course, ils étaient dans le même hôtel que nous. Mais bref. Il y avait un hôtel à éviter. Laisse tomber. Horrible. Ouais, c'est un contrôle ça fait partie du truc. Mais... Ouais, c'est ça qui est compliqué sur les compétitions. C'est un peu comme les JO, quoi. Tu peux te préparer longtemps pour un événement et au final, il se passe quelque chose comme ça. Ouais, franchement, c'était la loose, mais bon. Mais bon, quand ça se passe bien, au moins, on est très contents, quoi. C'était comme ça. Et du coup, là, c'est bien que tu parles du coup de préparation mentale. On va parler un peu de comment vous vous préparez pour une saison. On va commencer par tout ce qui est préparation physique, parce que c'est quand même un sport qui est exigeant d'un point de vue physique. Vous vous préparez comment, du coup, physiquement pour la compétition? Vous vous préparez du coup, de mars jusqu'à novembre, et après, vous faites plus trop de compétition, plutôt de préparation. Ça se passe comment? On a déjà une grosse pause après le mois de mars. On finit fin mars, donc mois d'avril, en général, on coupe tout. Ok. Et on a les France en plus souvent. Oui, c'est vrai qu'on a pas parlé, on a parlé que des championnats du monde et des coupes du monde, mais c'est vrai qu'il y a les France. Ouais, souvent c'est mi-avril ou début avril. Et ça marque un peu la fin. Ouais, c'est après le circuit Coupe du Monde. Okay. Et du coup, ça marque un peu la fin de la saison et le début de la grosse coupure. Donc ça dépend des athlètes. Je pense qu'on coupe tout, pas tous aussi longtemps et au même moment, mais en gros, moi j'aime bien couper mois d'avril, mois de mai reprendre, mais que pour moi, donc le sport un peu plaisir, pas faire de muscu du tout. Ouais, pas encadrer un peu au feeling. Voilà, c'est ça. Et à partir de juin, par contre, juin, juillet, août, grosse préparation physique à la muscu. Puis après, en fait, ça enchaîne septembre, octobre, novembre. Et après, on lève un peu le pied parce qu'on a le début des stages et des compétitions. Mais en gros, de juin à novembre, c'est le gros bloc de prépa. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, puis souvent, la coupure, elle dépend aussi du rythme que tu as avec tes études à côté ou ton boulot. Et ensuite, c'est vrai qu'en général, juin, on rentre dans un programme assez solide. Et puis après, ça s'est entrecoupé à partir du mois d'octobre avec nos stages sur glacier, où forcément, on a quand même des journées assez intenses, je pense, par rapport à d'autres disciplines où en général la matinée on va faire du géant, l'après-midi on va bosser en fond on est quand même assez haut en altitude, on n'est pas loin des 3000, donc c'est vrai que physiquement on a des journées qui sont intenses parce qu'on a beaucoup de choses à travailler, et donc c'est vrai qu'on ne pourrait pas recaler une séance de muscu par-dessus ça, à la fin de la semaine on est cuit. donc voilà, donc ça entrecoupe un peu la prep, mais on a juste des cycles un peu différents à ce moment-là. Et après, dans l'hiver, il y a quand même toujours du travail
mais peut-être plus en mode piqûre de rappel, pour garder un peu du travail un peu nerveux, un peu de puissance, rappel d'explosivité, de choses comme ça. Et parce que quand même la saison elle est longue, donc faut pas se dire à partir du mois de janvier je me mets pas, j'arrête pas la prep, parce que finalement il y a quand même encore jusqu'à fin mars à tenir. C'est juste que c'est pas du tout les mêmes cycles, c'est pas aussi intense que ce qu'on a sur la prépa de juin à novembre. Ouais, et puis aussi pas oublier le fait qu'on est tous soit étudiants à côté, soit on a un boulot. Il y en a pas mal qui sont moniteurs de ski par exemple. Donc on a besoin aussi d'avoir un peu de temps pour penser à ça, et la prépa, faut l'intégrer là-dedans, mais c'est sûr que il y a ce côté-là aussi à pas négliger, contrairement peut-être à d'autres disciplines où ils peuvent se permettre de pas du tout avoir d'activité à côté pendant l'hiver. C'est vrai que c'est pas évident de trouver l'équilibre entre les entraînements sur les skis, travailler techniquement et puis faire des kilomètres, les courses, la prépa physique qu'il faut garder, faire un peu de fond en ski de fond parce que c'est aussi important pour notre discipline. Et puis en fait, tu as ton taf à côté, faudrait faire un peu de récup, il faut gérer ton matériel. Donc en fait, on a plein de casquettes et c'est à nous de tout faire. Et en fait, chacun gère un peu en fonction de sa personnalité et de ses besoins, mais aussi de ses impératifs à lui. Donc c'est vrai qu'on a des fonctionnements un peu différents. Ouais, parce qu'en fait, il y en a qui bossent beaucoup l'hiver parce qu'ils sont moniteurs et que c'est vrai que ça leur permet quand même de financer une partie de leur saison parce qu'ils gagnent assez bien leur vie, on va dire, sur le peu de temps qu'ils peuvent travailler. Mais du coup, pour eux, c'est intense, alors qu'il y a déjà la saison. D'autres, comme moi, où normalement, c'est plutôt la période estivale où je travaille plus et je suis plus en off l'hiver. Enfin, voilà, ça dépend. Mais c'est sûr qu'on a toutes les casquettes un peu à porter, mais ça qui est chouette aussi. On a plein de choses à optimiser, que ce soit même le matériel, tu en as parlé, mais les skis, c'est nous qui les préparons. Ok. La récup, c'est vrai que ça fait des grosses journées, mais chacun gère un peu à sa façon. Et du coup, vous arrivez comment à gérer un peu tout ça? Parce que c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de choses à gérer, parce que c'est déjà un travail en tant que tel d'être athlète, mais si en plus vous devez gérer du coup l'emploi du temps, le perso, vous arrivez à assez bien gérer ça ou c'est compliqué des fois? Je pense que c'est une question d'organisation et puis chacun fonctionne un peu différemment, mais on essaye d'optimiser un peu tous les paramètres. Je pense qu'ils ne sont pas tous optimisés à 100% parce que justement on a toutes ces casquettes-là, mais chacun gère un peu à sa façon. Puis moi j'aime bien aussi le fait d'être étudiante parce que ça nous fait un peu cette double vie qui fait que quand on retourne aux études on pense pas au ski et quand on est au ski on pense pas trop aux études. Donc t'arrives à couper du coup? Ouais, je pense que ça s'apprend au début. Ça doit pas être facile. C'est pas facile de couper, mais c'est un environnement totalement différent. Je sais que quand je suis à Lyon et que j'ai mes copains de Lyon, j'essaye de pas trop penser au ski, à tout ça. Et après, quand on rentre au ski, et bon, forcément, à la fin de la journée, quand on a fait la sieste, on se met à travailler un peu parce que il faut avancer. Mais avec les statuts par rapport à la fac, ça permet de continuer aussi à faire du ski sans devoir mettre les études entre parenthèses. Enfin, c'est assez compatible, en tout cas, pour l'instant. Donc, on essaye de faire... Parce que du coup, à la fac, tu as le statut sportif de niveau. Ouais, tu as des cours qui sont un peu aménagés en fonction de ton emploi du temps. En fait, j'ai le droit de manquer les cours théoriques que je rattrape en autonomie. Et tout ce qui est... En dentisterie, on a pas mal de travaux pratiques. Donc, tout ce qui est pratique, bien sûr, il faut que je le rattrape. Parce que si je me retrouve avec un diplôme sans avoir pratiqué, c'est compliqué, Donc, ça, ils sont assez cool. La fac me laisse me greffer à d'autres groupes ou à d'autres niveaux pour pouvoir rattraper et faire tous les TP. Et après, mois d'avril, on a la chance, entre guillemets, d'avoir une saison assez courte. Donc, jusqu'au mois de décembre, full TP et full pour rattraper. Et après, mois d'avril-mai aussi, on est plus cool. Donc, pour l'instant, c'est compatible. On verra ce que ça donnera à l'avenir. Moi, j'ai eu des années à l'inverse d'Ogu où le statut au niveau était pas... Enfin, c'était pas les mêmes formats pour tout ce qui était médical, paramédical. Donc, moi, j'avais eu un statut sur mon année de concours quand j'étais en STAPS, mais j'en avais pas eu après à l'école de kiné. Donc, j'avais vraiment galéré. Et justement, je pense que j'étais un peu la... Enfin, je pense que j'étais un peu la seule à ce moment-là à avoir un truc aussi intense en termes d'heures de cours. Et du coup, quand j'en ratais, c'était hyper dur de tout rattraper. Et j'avais trouvé ça vraiment difficile
En STAPS, ça avait allé, malgré le concours, finalement, ça avait été, pardon. Mais en kiné, ça avait été compliqué parce que l'école était vraiment pas hyper coopérante et j'avais du mal justement à profiter du ski quand j'étais au ski, à profiter des cours quand j'étais en cours. J'avais toujours l'impression de rater quelque chose. T'es en cours, les autres sont en stage, tu as l'impression de rater ça. T'es l'inverse, t'es en stage, tu rates les cours, tu dis oh la galère pour revenir, il y a les examens en revenant. Enfin, franchement, c'était un peu dur. Puis après t'apprends à être j'étais déjà assez bien organisée, mais à peut-être être plus efficace dans le temps qui te reste finalement pour chaque chose. Et après, en commençant le boulot, moi, j'ai décidé de couper les hivers, donc de ne pas travailler en tant que kiné au cabinet, même si là, ça fait 2 ans que j'ai un travail sur une application d'auto-rééducation, donc ça me fait un peu de télétravail l'hiver, mais ça se goupille assez bien parce que je peux gérer mes horaires comme je le veux, comme je peux aussi. Mais c'est vrai que, il y a eu je pense, beaucoup d'années où moi, j'ai fait énormément de choses et j'exploitais chaque petit recoin de mon planning de la semaine. Et en fait, je me suis, je pense, un peu épuisée à la tâche et j'ai tenu un bon moment. Et là, la sagesse de l'expérience fait que maintenant, je souffle, je prends plus de temps pour moi parce que, puis aussi peut-être que je suis un peu usée de tout ça, de gérer plein de choses à la fois. Et j'ai fait un peu moins de choses ces dernières années, je dirais. Que ça soit, par exemple, des choses liées à l'équipe, parce qu'on a aussi beaucoup de choses à... Enfin, on essaie de chercher des partenaires, on a organisé des galas, c'est à vous de les trouver? Oui, en fait, on est aidé un peu par la Fédération française de ski, qui nous alloue un budget, mais plus on trouve de sponsors, de partenaires, déjà de manière personnelle pour financer notre saison, qui nous coûte 10 000, 15 000, ça dépend, voilà, ce qu'on compte là-dedans, on va dire. Ce qui finalement n'est pas tant que ça par rapport à d'autres athlètes des sports d'hiver qui ont peut-être beaucoup plus de stages, qui partent l'été en hémisphère sud. Nous, de toute façon, on n'aurait pas le budget, donc on ne le fait pas. Mais il faut quand même réussir à le financer pour que ça nous coûte le moins d'argent possible. Et la Fédération française de ski nous alloue un budget qui permet de payer le coach, le kiné qui est là de temps en temps, nos déplacements en bus, etc. Mais tout n'est pas pris en charge parce qu'il il manque du budget. Et donc, on avait essayé de chercher avec d'autres entreprises pour qu'ils nous aident au nom de l'équipe. Et donc, ça avait été du boulot. Il y a eu des années où il y a eu pas mal de choses. Et en fait, c'est dur d'être sur tous les fronts. Et puis mentalement, on fait. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, on apprend plein de choses. Du coup, je pense qu'on en sort. Déjà, le sport, c'est une école de vie. Mais les sports, peut-être, où on sait un peu plus la débrouille par soi-même. Que ce soit pour trouver les partenaires, que ce soit pour bricoler ton matos quand tu as un souci parce que tu n'as pas de techno sur les courses, que ce soit faire tes skis. C'est hyper riche. Finalement, on apprend vraiment plein de choses. Moi, j'ai levé le pied un peu sur tous les à côté pour me concentrer un peu plus sur le ski et pas avoir de regrets à me dire que j'ai pas pu mettre en place ce que j'aurais aimé par manque de temps, ce qui est en soi réel. Et là, je me dis, je suis plutôt sur ma fin de carrière, j'ai envie de me dire que j'ai tout mis en place, que j'ai tout donné et advienne que pourra, mais voilà, c'est ça. Ouais. D'où l'importance aussi de la préparation mentale, je pense qu'on en parlera, mais de réussir à consacrer le temps qu'il faut à chaque chose. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai besoin de travailler, le côté aussi ralentir des fois, optimiser un peu sa récupération, penser à ça en fait, parce qu'on pense à plein de choses, on a envie d'optimiser tous les petits paramètres, mais la récup, c'est aussi important. Et du coup, l'importance de la préparation mentale aussi là-dedans, dans la gestion en fait de nos doubles projets, voire plus. Des fois, ça peut être vraiment bénéfique d'attaquer la préparation mentale pour ça. Justement, maintenant que vous parlez de préparation mentale, on va pouvoir en parler maintenant. On repassera peut-être sur les qualités physiques après, mais vous utilisez quoi du coup niveau préparation mentale? Quelles techniques, si vous pouviez rapidement les décrire? Est-ce que vous utilisez de la visualisation, ce genre de choses? Est-ce que vous en utilisez des spécifiques pour le ski et d'autres pour gérer un peu tout ce qui est à côté? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? La préparation mentale, c'est hyper vaste, je pense. C'est très très vaste. On est toutes les deux suivies par un préparateur mental. Mais moi, je sais que j'ai commencé... Ça fait 2 ans que je suis suivie, donc c'est assez récent. Et avant, j'avais commencé un programme dans un centre de récup qui est à Annecy, Ryokan.
où en fait j'ai commencé à utiliser le rebalance. Donc c'est un programme de préparation mentale où justement il y a des ancrages, il y a des exercices de respiration, tout ça. Et ensuite j'ai commencé à avoir plutôt des échanges avec un préparateur mental où il cible vraiment des choses à travailler chez chacun, et puis ça apprend aussi à se connaître en tant que personne. Ouais. Mais je pense que c'est hyper vaste. Et dans tous les sports, on peut utiliser la préparation mentale. Ouais, ça se démocratise de plus en plus. Ouais. Moi, personnellement, quand j'ai passé ma licence, on en parlait légèrement, mais pas trop. Et là, ça a tendance, en tout cas selon moi, à pas mal se démocratiser. Toi, du coup, tu nous as parlé d'ancrage, respiration. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus ? Ouais, bah du coup, l'ancrage, c'est quelque chose qui utilise en fait un petit mouvement. Moi, j'utilise celui-là. C'est vraiment donc toucher le pouce avec l'auriculaire et penser par exemple à une émotion positive ou se répéter voilà, une phrase qui fait qu'on se sent bien. Et, ou alors se mettre dans une situation, que ce soit à la plage ou un endroit où on est bien. Et en fait, pouvoir le remettre en place à chaque fois qu'on fait ce mouvement-là, qu'on soit en haut d'une piste ou ailleurs, on peut en fait se remettre dans cet état-là et se rappeler, ça fait du bien mentalement, et puis aussi ça permet de se relâcher physiquement avant les départs notamment. Ça, tu le fais du coup à chaque fois avant les départs ? Ouais, j'essaye. Surtout quand je me sens stressée. Des fois, on sent pas forcément le besoin. Mais en tout cas, tout ce qui est respiration, ça, j'essaie de le faire à chaque fois. Que ce soit pour se déstresser ou aussi pour s'activer, il y a des techniques de respiration qui... Tu peux nous en donner une ? Par exemple, le fait d'inspirer lentement et d'expirer rapidement, ou des choses un peu comme ça qui activent en fait le système. Ça permet d'être un peu plus présent, ou à l'inverse de se relâcher si on insiste un peu plus sur l'expiration. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes à mettre en place. Okay. Et toi, du coup, Argeline, tu utilises certaines techniques aussi ou... Moi, la préparation mentale, ça avait surtout débuté par un travail de pleine conscience, de méditation en pleine conscience, d'être conscient de l'instant présent, d'être conscient, par exemple, que là, je suis en train de discuter avec vous deux, que je suis assise sur ma chaise, que j'ai du contact, etc. Et de ne pas avoir... l'esprit dans plein d'autres choses, c'est-à-dire demain on part, qu'est-ce que j'ai oublié dans ma valise, des choses comme ça, et d'être vraiment en fait dans cet instant-là. Du coup, il y a du travail en méditation un peu formel, c'est-à-dire un travail de respiration, mais plus sur où est-ce que je sens l'air passer, est-ce que je sens bien l'air frais qui passe au niveau de mes narines, est-ce que je le sens descendre ensuite vers mes poumons, comment est-ce que je me sens, est-ce que je sens que j'ai un peu de tension, finalement j'ai par exemple mes trapèzes qui sont un peu tendus, en fait peut-être je peux relâcher puisque j'ai pas besoin qu'ils soient tendus. C'est un peu prendre conscience de ce qui se passe dans son corps à l'instant T, et de laisser un peu passer les pensées, parce que on a un cerveau, on est humain, donc en fait on a plein de pensées qui peuvent venir à tout moment, et le but c'est d'essayer de s'y accrocher le moins possible pour rester dans les sensations de l'instant présent. Et en fait c'est de travailler un peu, c'est de s'entraîner finalement à ça pour que le jour de la course typiquement je sois concentrée sur l'objectif qui est d'être dans le ski, qui est de faire ma course, de faire mon meilleur ski à ce moment-là. Et de pas être dans par exemple le calcul de je veux gagner, donc finalement si je pense que à la première place, je suis plus dans mon ski, donc je vais peut-être être un peu plus en tension, donc je vais être moins fluide, je vais finalement être un peu plus dure sur mes appuis, donc je vais être moins rapide. Ça peut être il pleut, la visi c'est la cata, en fait oui c'est vrai. C'est relou, mais en fait, si je commence à me dire purée, il pleut, ça me saoule, quand je vais partir, finalement, je serai pas dans mon ski, je serai gênée par l'environnement ou d'autres choses. Ça peut être ça peut être quelque chose de perso, ça peut être quelque chose effectivement lié à la météo, parce que nous on a quand même un sport extérieur. Ça peut être ça peut être plein de choses finalement, et le but c'est d'essayer d'être le moins perturbé par tout ça, qui sont des faits qui sont forcément là. Des fois c'est cool, des fois c'est moins cool, mais d'essayer de rester finalement dans nos sensations, dans notre objectif, dans ce qu'on a vraiment à faire. Et si on arrive à mettre ça en place, en général, on a toutes les chances de notre côté pour réussir notre objectif.
Et du coup, c'est ça... beaucoup de travail là-dessus. Ouais, ça, c'est quelque chose qui t'a vu la différence quand t'as commencé à l'implémenter? Ouais, ça met du temps parce que du coup, déjà, il y a tout le côté théorique que tu découvres parce que quand t'as pas fait ça, en fait, on est un peu éduqué Enfin, moi, j'ai fait du ski alpin avant. On te dit, là, il faut que tu gagnes, là, il faut que tu sois devant un tel. Enfin, donc, du coup, tu es très concentré sur l'objectif de résultat et en fait, tu n'es plus du tout dans. Moment présent. C'est ça, tu n'es plus dans ton ski, tu n'es plus dans ce que tu dois faire et c'est quelque chose qui est de manière assez. Enfin, c'est quelque chose dans la société. Et là, ça t'apprend à réfléchir autrement. Mais du coup, c'est pas facile parce que des fois, tu te fais rattraper par quelque chose qui t'a frustré, ta première manche qui t'a pas plu, t'as fait une faute, ça arrive, t'as pris ta pénard. Mais en fait, si tu restes là-dedans, ta deuxième manche, tu te grilles ta carte en fait. Et donc, c'est réussir à, dans toutes les situations, des fois, la situation va bien, donc c'est facile à mettre en place. Des fois, tu es un peu dans l'adversité, ça t'apprend à le mettre en place dans une situation qui est inconfortable. Et c'est vrai que plus tu le fais, plus finalement tu arrives à le faire un peu en toute situation. Pas forcément tout le temps. Hein. Et moi, j'ai vraiment senti la diff parce que j'ai commencé en 2016. Après avoir eu un hiver où j'avais justement fini mes études, j'avais plus de temps. Et moi, j'étais plutôt sur un truc ascendant en termes de ski, de résultats. Donc, j'étais là, voilà, 2016, ça va aller, j'ai moins de choses. J'ai tout défoncé, quoi. C'est pas passé comme ça et je me suis dit mince là je comprends pas en fait pourquoi j'ai plus de temps, j'ai tout qui va pour le mieux et ça va pas mieux finalement. L'année d'avant était mieux, donc je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose que je fais mal ou je fais peut-être qu'il y a autre chose que juste le ski. Et donc j'ai commencé à travailler avec François, mon préparateur mental. Et puis 2017, ça a été un hiver avec quand même des belles choses, mais tout n'était pas encore en place. Et c'est vraiment en mars, on a eu les championnats du monde qui étaient les toutes dernières épreuves qu'on a eues cet hiver-là. Et là, j'ai enchaîné, je fais mes meilleurs résultats de l'hiver sur les mondiaux. Et vraiment, j'ai l'impression que ça me tombait du ciel parce que j'ai juste fait ce que je savais faire en fait. Et ce qui est fou, c'est que quand ça marche comme ça, c'est dur de dire ça, mais c'est facile en fait. Genre vraiment, quand ça va, c'est trop facile. Et c'est ça qui est dur à comprendre, c'est que c'est pas un surexploit, on s'est pas dépassé. En fait, on a juste fait ce qu'on sait faire. Parce qu'on a tout mis en place autour pour que ça fonctionne, alors que des fois, quand on est en galère, on veut essayer plein de trucs, on dit non mais là, alors vas-y, vraiment, j'y vais encore plus, je cherche. Mais en fait, du coup, t'es plus dans le moment. C'est ça. Puis en général, quand on se fait plaisir, ça marche aussi. Exactement. Et des fois, on cherche, comme Argeline elle dit, et ça marche pas. Et des fois, il faut revenir sur des basiques. Et juste... moi, je travaille beaucoup cette instinctivité, essayer de chercher un peu l'état de flow dont ils parlent tous. Mais en gros, c'est vraiment juste ce qui est simplement... on sait faire. Enfin, on a tout fait à l'entraînement pour réussir le jour J. Donc, un peu débrancher. Et puis, juste se faire plaisir. Et en général, moi, plus je débranche, plus ça marche. Donc, c'est de retrouver ça. Et c'est dur, je trouve, de réussir à répéter d'une course à l'autre. Parce que des fois, une course, ça marche, c'est facile, on réussit. Et en fait, y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu la course d'après et ça se passe tout de suite moins bien, alors qu'en fait, on a l'impression d'avoir fait tout pareil. Et je trouve que c'est un peu ce qui est difficile en préparation mentale, c'est que, à la différence de la préparation physique, où on se dit, j'ai fait tel nombre d'entraînements, je suis prêt, ou je suis prête, c'est là, la préparation mentale, ça prend du temps, et puis ça se passe jamais comme on a prévu, parce qu'on a les pensées parasites qui reviennent des fois. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de préparation mentale dans la globalité. Enfin, moi, j'ai appris ça, qu'en fait, c'était être bien aussi dans son corps, être bien dans sa tête, en dehors de l'aspect sportif, qui fait qu'on va être performant le jour J, et d'où le fait donc, d'être bien, que ce soit en études ou dans sa vie perso aussi, qui va faire aussi qu'on va être bien le jour J, comme je viens de dire. Ouais, parce que tu es plus dans la tranquillité et tu as moins de... C'est sûr que moins de tension. C'est ça, je pense qu'on l'a vu chez... Enfin, il y a beaucoup de sportifs qui ont eu des fois des événements difficiles dans leur vie et
il y en a peu qui, dans ces moments-là, ont réussi à performer parce qu'en fait, ça prend toute la place, parce que y a de l'énergie qui est perdue là-dedans, parce que c'est dur de faire la part des choses. Même si en course, on est en course, en fait, il y a quand même tout ce qui se passe à côté qui potentiellement peut être là quelque part, quoi. Et du coup, des fois, il faut juste du temps et du travail quand même un petit peu et être accompagné. Mais c'est vrai que c'est hyper important et je pense que la préparation mentale, on parle de ça pour les athlètes, mais finalement, c'est vraiment quelque chose qui est valable dans la vie Pour tout le monde, Ouais, vraiment. Ouais, totalement. Moi, je trouve qu'on a eu une chance d'avoir... Ouais, carrément. C'était peut-être un peu tabou avant, c'était un peu mal vu, c'était... ouais, si tu fais de la prépa mentale, c'est peut-être que t'as pas un bon mental. Ouais. Donc, un peu avouer sa propre faiblesse, mais au final, on a tous nos points forts et nos points faibles. Et je trouve que c'est hyper enrichissant d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous rend plus performants, là, typiquement en TLM, mais aussi, en fait, dans notre vie de tous les jours et comment est-ce qu'on se sent le mieux, au final. Ouais, je pense qu'on a tendance à un peu minimiser justement l'impact de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, que ce soit sur la performance, aussi les blessures. Il y a beaucoup de blessures qui ont lieu, pas tant par rapport au sport, mais par rapport à toute la charge externe qu'on a à gérer. Et du coup, arriver à gérer justement tout ça grâce à la préparation mentale, ça peut être vraiment une bonne idée. Ouais, vraiment. Ouais, puis je pense que ça peut nous aider dans notre vie future, même sûr. pas en tant que Pas en tant qu'athlète, même en tant que... Parce que ça apprend vraiment à se connaître. C'est fou, on découvre des choses sur nous-mêmes qu'on ignorait. Et juste même de prendre conscience qu'on a des pensées négatives ou des pensées positives, je pense pas que tout le monde en ait vraiment conscience. Et je trouve que rien que le fait de se dire « Ah là, je ressens ça, je pense comme ça, j'ai telle ou telle valeur aussi que d'autres que je n'ai pas. » En fait, on apprend énormément sur nous-mêmes en tant que personne. Ouais. Et est-ce que vous utilisez la visualisation avant les courses ou pas du tout? Moi, je m'en sers donc des fois hors entraînement. Je suis chez moi ou dans le bus ou peu importe et je repense à mes sensations. Je marche beaucoup à la sensation. Des sensations en libre, des sensations en géante, des sensations de course. Sur des courses qui m'ont marquée. Et du coup, j'ai des souvenirs des fois assez précis en tout cas des souvenirs de sensations sur certaines courses. Pour essayer de travailler ces souvenirs qui ont été importants pour moi et qui ont été positifs. Ouais, de courses qui se sont bien passées du coup. Ouais, essayer de revivre ces sensations. Ouais, de sensations de ski, de fluidité. Je m'en suis servie aussi pas mal pendant ma période de rééducation, de réathlétisation, pour essayer de travailler en fait. Il y a en gros, il y a eu des études où quand on cherche une imagerie au niveau du cerveau, quand on visualise un geste qu'on est en train qu'on pourrait réaliser, mais juste qu'on se l'imagine, ça active les zones qui sont effectivement nécessaires pour réaliser ce mouvement. Donc c'est super intéressant d'un point de vue neuro à travailler. Donc moi, je m'en étais pas mal servie aussi à ce moment-là. Ouais, ça accélère la récup en plus c'est au niveau du membre blessé. Exactement, le schéma moteur, etc. Et après, moi, je me sers aussi de ça. On a une reconnaissance du parcours avant la course. Donc, nous, exactement, on en a 2 parce que donc, on fait une première fois l'arco dans le tracé, on regarde le géant, la ligne qu'on veut prendre au saut. Donc, c'est tout à vitesse assez lente. Et ensuite, on a une deuxième reco où on doit tester les modules. Donc, on doit tester le saut. On s'arrête quelques portes au-dessus, on prend de la vitesse, on saute, on fait la récep et on s'arrête sans faire un gros virage dans le tracé, voilà. Et on teste le loom aussi. Okay. Et moi, ensuite, j'ai c'est personnel, tout le monde ne le fait pas autant ou certains vont peut-être le faire plus, mais moi, j'ai besoin de revisualiser mon tracé plusieurs fois, de le vivre, j'ai besoin de le sentir, de me sentir dedans en faisant des mouvements. Je suis pas statique, j'ai besoin de bouger un petit peu. Mais tu fermes les yeux ou... Ouais. Et ça me permet, en fait, à la fois, c'est quelque chose d'assez cérébral, mais pour le coup, une fois que j'ai réussi à avoir fait ce que j'avais envie de faire, à me voir ce que j'avais envie de faire sur cette manche-là, ça me permet de lâcher le truc. Et quand je vais partir, je suis pas en train de me dire
cette porte-là, va falloir l'ouvrir parce que derrière, ça braque. Le seau, Enfin, voilà. En fait, c'est déjà... centré, voilà, ouais. je l'ai déjà fait avant. Donc, quand je vais partir, je suis vraiment dans mon départ, quoi. J'ai quelques gestes. Tu parlais de routine. Du coup, cette visualisation-là, moi, ça fait partie de ma routine. J'ai tout mon échauffement, etc. Mais pour le coup, c'est pas une routine qui est figée. Je suis pas obligée de faire les choses dans le même ordre. Je suis pas obligée de tout faire. Enfin, s'il fait chaud, s'il fait froid. Enfin, c'est quelque chose qui est assez adaptable. Ok. Mais c'est des mouvements qui me permettent de m'ancrer sans que je me sois dit c'est mon ancrage. Mais finalement, c'est ce qui se passe. Ça m'éveille quelque part, ça m'active. Et je sais, enfin, ma tête, mon corps, ils sont prêts. En fait, ils savent pourquoi est-ce qu'on y va. Et du coup, quand je pars, quoi. Je suis pas en train de... Ouais, de réfléchir. Ouais, parce C'est que intéressant justement, ce que j'ai tu fait dis. ce travail avant. Ouais, parce qu'il y a des sportifs qui sont au contraire très rigides dans Mm. leur routine pré-match ou pré n'importe quoi. Et par exemple, Nadal, je crois, il se recoiffe toujours de la Ouais. même façon et c'est Le- très qui strict, sont- c'est toujours ouais. la main gauche. Ouais. Et du coup, d'avoir cette adaptabilité aussi, c'est une bonne chose. Et toi, du coup, Augustine, Moi, je pense que j'ai moins... visualisation, tu J'ai- l'utilises un peu avant Ouais, ou- j'utilise carrément, mais je pense que j'ai moins ce côté adaptabilité. Toi, c'est plus Ça me perturbe rigide. un peu quand ça se passe pas comme j'ai Ouais, prévu. donc c'est Mais- vraiment, t'as ton truc Bah, et tu le répètes tout le temps. Ouais, je répète souvent la même chose et puis j'ai besoin d'énormément de temps, que ce soit à la reco. Je suis souvent la dernière. On se qui bat pour la finit. dernière place. Voilà. Et puis j'ai besoin vraiment de répéter longtemps mon tracé pour m'en rappeler. Je pense que j'ai une mémoire assez. Enfin, où j'utilise la répétition pour ensuite que ça fonctionne. Donc j'ai besoin de me répéter beaucoup mon tracé, de m'échauffer pendant longtemps. J'ai ma routine, on en parlera peut-être, mais j'aime bien mettre de la musique. Et C'est tout le temps la même musique ou ça... non, la playlist, c'est Ça toujours change. la même playlist, mais la musique change. Parce que je sais que Kobe, par exemple, c'était tout le temps Halloween en boucle et il Ok. écoutait ça comme un tueur 5 heures avant le match et tout le temps. Ouais. Non, moi ça varie de musique, mais j'aime bien avoir ma routine et par contre être au départ et ne pas penser justement au Ouais, tracé parce ouais. que je l'ai fait une quinzaine de fois avant, donc je sais comment ça va se passer. Mais puis du coup être un peu plus instinctif à ce moment-là, de se dire ok, maintenant go, j'y vais. Je suis contente d'être là et puis je profite parce que le boulot on l'a fait avant que ce soit physiquement ou sur la reco. Donc beaucoup répéter et ouais, avoir un espèce de cadre qui rassure en fait. Ouais. Je me dis, je suis dans mon cadre et voilà, maintenant, il faut y aller quoi. Et c'est déjà arrivé que vous n'ayez pas justement la possibilité de mettre en place ces routines sur certaines courses? Des fois, il y a une question de temps. Ouais. Parce que on a des... Donc nous, on a des courses mixtes. Enfin, c'est d'abord... les classements sont séparés, mais on court filles et gars dans les mêmes tracés. Du coup, c'est d'abord les filles. Et des fois, en fonction du temps de rotation qu'il y a sur le télésiège ou le télécabine, franchement, on est hyper tight en Ok. timing. Mm. Donc, des fois, t'es obligé de raccourcir un petit peu. Après, T'aimerais des fois avoir un quart d'heure de plus, mais des fois, tu l'as Ouais, juste tu peux pas. ouais. Et ça se passe comment dans ce genre de situation? Du coup, vous êtes plus stressé, moins ancré ou vous arrivez quand même à gérer? Moi, en général, on sait déjà la veille que ça va être Ah, que ça va chaud. être compliqué. Ok. Donc, en vrai, tu speeds un peu plus ta reco parce que aussi, si tu vas avoir le temps de passer vite fait aux toilettes avant de monter, tu Ouais. vois, c'est des détails qui n'en sont pas parce que finalement, au départ, t'en Ouais, as c'est pas. vrai. Donc, pour les gars, c'était un peu plus facile, mais finalement, les filles, il y a quand même un peu plus d'anticipation, tu vois, Parce que vu la qu'on a moins reco, de temps. c'est juste avant la course? Ouais. C'est Ouais. pas... Ah, je pensais que c'était la veille. Ou... Non. Ok. Genre, en général, la reco, je sais pas, c'est 9h, 9h45. Donc, Ok. dans les 45 minutes, tu fais tes 2 recos. Départ 10h15, 10h30, ça On a une dépend. Ok, mais donc t'as même pas le droit de... c'est Si chaud, tu foires quoi. une reco ou un truc comme De ça... toute façon, t'as pas le droit de repasser. Ok, ouais. Ouais. Enfin, Ah ouais, du coup... t'as pas le droit de passer Ouais. 2 fois en saut et loom. Des fois, les gars, ils ont le temps de refaire une autre reco après, mais nous, de toute façon, on n'a jamais le temps. Enfin, c'est vraiment long, c'est on chaud. remonte, on s'échauffe et go. Ouais. Mm. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'il y a pu y avoir? Des fois, c'est plus s'il y a un aléa météo, c'est-à-dire que tu t'es préparé. En fait, on dit, ah ouais, non, là, ça marche pas. Enfin, on n'est pas prêt. On revoit dans 20 minutes. Mais du coup, t'es déjà prêt, donc il faut refaire 20 minutes. Et en même temps, si tu sors pas un peu, c'est dur de rester encore 20 minutes comme si t'allais partir. Puis au final, c'est encore 20 minutes. Donc, c'est les aléas un petit peu à gérer. Et là où des fois, on a un peu moins le temps, mais finalement, ça se vit un peu différemment, c'est les manches de parallèle. Parce qu'on part en parallèle, on a un peu le temps avant notre première. Mais ensuite, ça s'enchaîne assez vite. Donc, moi, je reprends certains éléments de ma routine parce que ça me permet de rester dedans, de rester éveillée, de ne pas penser
à l'enjeu, de pas penser à la concurrence, de pas penser... Enfin voilà, moi, ça me permet de rester dans mon truc. Mais des fois, finalement, c'est très court. On n'a que le temps de remonter. Ouais, des fois, franchement, en moins de 10 minutes, on est déjà reparti, quoi. Donc, c'est des gestions différentes de courses et c'est vrai qu'on ne peut pas appliquer le même schéma à chaque fois. Ouais, donc il faut quand même rester adaptable. Il faut quand même rester adaptable. Ouais. À chaque course, 10 minutes, c'est vachement court. Donc vous pouvez descendre, par exemple, en quart. Ouais. Et après 10 minutes, repartir pour les demi. Alors, les quarts, des fois, en fait, il va y avoir les quarts des filles. Ensuite, il y a les quarts des gars. Ah, ok, donc vous avez quand même un peu plus de temps. Mais par contre, les demi... En fait, les demi, c'est hyper rapide parce qu'il n'y a que 2 demi. Donc, en fait, souvent, quand on arrive, les gars sont déjà en bas. Donc, ils nous disent, vous voulez combien de temps ? Vous voulez 5 minutes ? Vous voulez 10 minutes ? Mais des fois, il y en a une qui est remontée, mais l'autre, elle n'est pas encore remontée de son quart d'avant. Donc, en fait, c'est plus speed. Mais moi, j'aime bien. On le sait, donc, c'est ça. Mais ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est plus ou moins adaptable. Des fois, vous êtes un peu plus pressé par le temps et... Des fois, c'est un peu plus cool. Après, en parallèle, en plus, on est déjà passé à la qualif dedans, dans le tracé. On est déjà passé souvent un run. Enfin, en fait, ça s'accélère, mais finalement, on a de plus en plus connaissance aussi de du tracé, ce qu'on va voir. Donc j'ai une gestion différente. Et ça qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir 3 disciplines différentes... c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose et je pense qu'il faut qu'on s'adapte à... Enfin, moi, j'ai mon schéma un peu en classique, un peu en sprint et en parallèle. Enfin, c'est un schéma à chaque fois un peu différent. Donc, puis chaque compétition est unique parce que à chaque fois, c'est des endroits différents, des organisations différentes, je suppose. Ouais, puis à chaque fois, il y a la météo aussi. La météo capricieuse ou pas. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, si on revient juste rapidement sur la préparation physique, parce que du coup, vous êtes un sport d'hiver, on en avait parlé un peu, du coup, la fin de saison, c'est à peu près autour d'avril, vous retournez en stage en octobre. Sur ces quelques mois, du coup, vous vous préparez comment ? Uniquement en musculation ? Ou vous arrivez quand même à faire des sorties dehors de type cardio ? Comment ça se passe ? La musculation, c'est essentiel. C'est vraiment un axe principal. Mais après, on a des sorties justement dehors, un peu plus plaisir en vélo de route. On fait du ski roue aussi, parce que nous, on a quand même vraiment cette partie ski de fond qui est importante à bosser. Donc, le ski roue, ça permet de bosser techniquement. Ça permet aussi de travailler en intervalle, plutôt que de le faire sur course à pied ou de le faire à vélo. Donc, ça permet quand même de varier. Vous pouvez travailler un peu la technique sur les skis roues, c'est quand même relativement dur. Carrément. Moi, je trouve que le ski roue est plus dur techniquement que le ski de fond. Ok. C'est un peu plus... Puis ça permet de garder aussi ce mouvement toute l'année parce que on a beau avoir le meilleur ski de fond, je pense que si on fait pas de ski roue de l'été, ça se perd. Donc ça représente une grande partie de votre préparation. Le ski roue, Ouais, moi j'ai quand même plus de muscu, en termes de si on regarde, je passe plus de temps en salle de muscu que sur le ski roue ou le vélo. C'est vous qui choisissez un peu le type de cardio que vous allez faire ou... Il faut faire un peu de tout. Okay. Mais c'est vous qui choisissez la répartition. Vous pouvez faire un peu de vélo, un peu de course à pied, un peu de ski roue. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que ça permet de varier et puis de se faire un peu plaisir dans différents sports. Moi, je me vois pas faire tout le temps du ski roue. Ski roue, muscu, je pense qu'à la fin de l'été, on pète un câble. Donc, ça permet de varier et puis on peut se mettre un peu aussi des challenges. Moi, j'aime beaucoup le vélo de route et c'est vrai que là, je me suis inscrite à l'étape du Tour féminin, donc ça va être cool cet été. Mais vélo en itinérance, des choses comme ça qui font penser aussi à autre chose que juste la prépa pour le ski. C'est bien de sortir un peu de la tête de tout ça, mais de tout faire pour se préparer pour le ski, mais sans y penser forcément tous les jours. Et puis je pense que la variation, c'est hyper important, même pour performer, donc ça, c'est cool. Et niveau musculation, du coup, vous cherchez à développer quel type de qualité physique, principalement, du coup, pour votre discipline ? En gros, il y a quand même pas mal de force au niveau des membrnes. Parce que c'est l'essentiel de notre discipline. Quand même, en gros, il faut des gros cuisseaux, quoi. Donc, on travaille en force. Endurance de force max. Après, on travaille en explosivité, donc en ajoutant de la vitesse à tout ça. C'est vrai que ça permet d'avoir quand même des séances assez variées. On a du coup en général des cycles sur 4 à 5 semaines avec un objectif. Et on a quand même pas mal de groupes musculaires à bosser, vu que, il faut des bonnes cuisses pour tenir les appuis et pour pouvoir être puissant dans notre géant.
Mais en fait, on a aussi besoin du haut du corps pour l'explosivité au start, que ce soit quand on est en individuel ou que ce soit en parallèle, et pour le skating à la fin. Parce que c'est vrai qu'à la fin d'une classique, en général, honnêtement, on est cramé. Mais il nous reste notre haut du corps qu'on n'a pas encore beaucoup utilisé. Ouais. Donc, c'est là qu'il faut exploiter ça. Les jambes, elles sont forcément nécessaires. Mais à un moment, il faut qu'on prenne le relais aussi avec le haut parce que c'est le seul truc qui reste à peu près frais, quoi. Ouais. C'est sûr. Pour aider un Faut petit peu bosser. sur la fin. Ouais. Du coup, en termes de répartition, vous êtes à peu près sur du 2 tiers de bas du corps, 1 tiers de haut du corps. Ouais, je pense. Ouais, je pense, même s'il y a quand même, j'ai presque envie de dire moite-moite, mais non, on a quand même un peu plus de bas. Mais en venant, moi, du ski alpin, c'est vraiment la grosse lacune que j'avais, c'est le haut du corps. Ouais. J'avais pas de bras du tout, et c'est vrai que, comme Marjolaine l'a dit, il faut absolument qu'on ait cette possibilité d'en mettre beaucoup sur les fins de course au niveau des bras, et donc vraiment l'objectif, c'est de bosser le haut tout comme le bas, quoi. Et ça représente à peu près combien de séances par semaine de musculation, du coup, pendant votre off-season, si on peut appeler ça comme ça? Max 3. 3? Ouais, moi, je vais pas au-delà de 2. Mais parce que sinon, après, c'est difficile ça paraît pas beaucoup. Mais en fait, quand t'as le boulot à côté, tu vois, si t'as 5 séances dans ta semaine avec les intervalles training et avec l'endurance, tu peux pas faire plus. Ouais, justement. Si tu veux avoir un peu de vie perso à côté, Ouais, en général, on est à 4 plus que séances, Ouais, 4 à 5 séances. Ouais. 3 par muscu, semaine. 2-3 muscu, 2-3 cardio. Sur le cardio, du coup, vous faites quoi? Vous faites que des sorties longues, vous faites de l'intervalle, vous faites un peu de tout? Les deux. Ouais, il y a les deux. On a toujours de l'intervalle à faire. C'est juste que ça dépend. Enfin, au début, par exemple, on va avoir du travail, je sais pas, en 30-30, et après, on va passer en 45-45, 45-30. Des fois, on a du On 4-4, ça c'est horrible. De quoi? 4-4, t'as jamais fait? Non. On va même faire du 4 minutes, 4 minutes. Ah oui, ok. Oui, moi, je parlais pas- en secondes. Mais ça évolue. Et effectivement, il y a des séances qu'on aime plus ou moins. Ouais, ça, c'est- Ouais. Il y a les Mais- séances fun et les séances Ouais, un peu c'est ça. fun. T'as les séances où tu sens que t'arrives à faire quelque chose, puis il y a les séances vomito où là, tu Exactement. finis comme tu peux, quoi. Mais bon, tu sais pourquoi tu l'échec. Ouais. hein. Ouais, ça doit pas être facile. Ouais, il y a certaines séances en endurance qui sont pas rigolotes. La musculation, en général, ça va, vous appréciez quand même un peu plus? Moi, c'est pas ce que je préfère. Ouais, parce que Et- justement, en tout cas, moi, j'encadre des athlètes du coup de sport co principalement, foot et basket. Et en général, ils tirent un peu la gueule quand ils viennent avec moi parce qu'ils sont là pour jouer au foot ou au basket. Ouais. Donc après, quand on a tendance à leur expliquer un peu pourquoi ils font ça, est-ce que ça va leur apporter, ils sont un peu plus cool. Mais Bon, c'est des fois, pourquoi c'est un en petit fait, peu c'est sûr. difficile. On est motivé aussi parce qu'on a l'objectif de la saison en tête, mais moi j'ai toujours préféré être en extérieur et puis Ouais, des profiter de... sports un peu plus d'endurance, mais je sais qu'il faut que je travaille mon explosivité, il faut que je travaille ma force, donc on se déplace et on est quand même heureux d'être à la salle quand on y est. Ouais, moi, en vrai, j'aime bien. Après, il y a des séances que j'aime plus que d'autres. Ouais, ça c'est... Mais clairement, je pense que oui, il y a des exercices et il y a des formats aussi de séances qui me plaisent plus. Mais en général, j'aime bien parce que c'est assez varié. Même si évidemment, on a toujours des fentes chargées, etc. Mais des fois, c'est plus ou moins chargé en fonction de l'intention qu'on doit y mettre. Là, on est plutôt... on a en ce moment, moi, j'ai un circuit de 5 séries. Avec il y a des fentes chargées, il y a des sauts, donc c'est quand même assez dynamique, assez joueur. Il y a un dernier circuit qui est un peu plus dur parce qu'à la fin il y a du ski erg, donc qui permet de mieux, voilà. Donc c'est 25 secondes, mais au bout de 5 fois 25 secondes, c'est ton troisième circuit, faut développer les watts à la fin, c'est voilà. Mais moi en fait j'aime bien quand même C'est assez varié. Ouais, voilà, c'est ça. Puis on est beaucoup en situation, on est en fente, on fait des exercices ouais, justement, de gainage. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes souvent en fente, du coup, de par la position du sport. Beaucoup de travail unilatéral. En asymétrique, en tout cas. Ok. Parce que du coup, on n'en a pas trop parlé, mais vous avez quand même une position un peu spéciale au niveau du télémark, qui est plutôt dans cette position de fente. Vous pouvez rapidement nous expliquer d'où ça vient, pourquoi cette position? Du coup, le télémark, ça vient de la région en Norvège qui porte le même nom, le télémark, et c'était une technique de déplacement avec des skis au pied qui était adaptée à ce qu'ils avaient comme matériel à l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose.
Ça date du coup, on a dit de 1868. Ouais. Et c'est Sondre Norheim qui a développé cette technique de virage télémarque qui était plus facile à faire en fente pour pouvoir se faire tourner les skis qu'ils avaient à l'époque qu'un virage qui s'est appelé ensuite Christiana, c'est un virage alpin classique. Et du coup, nous, on a des fixations qui ont le talon décroché. Enfin, ça nous permet d'avoir un talon libre. Donc, on descend en fente à chaque fois. On fait une transition très rapide par le passage alpin avec les 2 pieds côte à côte. Et on repart en fente et on bascule d'un côté et de l'autre. Donc, c'est quand même quelque chose qui est hyper dynamique. Souvent, les spectateurs, les gens, quand ils voient un télémarqueur, ils ont l'impression que c'est un peu une danse sur la neige. C'est assez... Très artistique, ouais. Exactement. Ouais, c'est vraiment ça parce que il y a à la fois ce mouvement d'échange, une jambe qui passe devant, l'autre qui passe derrière, mais il y a aussi du coup pas mal de mouvements verticaux. On a beaucoup d'angulations. Enfin, il y a pas mal de paramètres. Franchement, c'est très technique. Ouais, vraiment c'est. Ouais, puis il y a cette notion d'équilibre aussi parce qu'on est plus instable. On est sur une jambe. Bon, c'est pas totalement vrai, mais en gros, on est quand même répartis plus sur une jambe que l'autre. Et même le fait que le talon puisse se décoller, ça rajoute un peu d'instabilité, non? Ouais, avant-arrière, c'est ça. Ouais. C'est déjà arrivé de se mettre des boîtes. Forcément, des fois, tu te mets un stop-tout, c'est-à-dire il y a quelque chose qui te freine sous les skis ou tu rentres, je sais pas, dans de la puff, il y en a beaucoup, il y en a plus que ce que tu pensais, ça te freine, mais en fait, nous, on n'est pas tenus, donc tu peux facilement passer par-dessus. Ouais. Ça vous est déjà arrivé en course? Pas vraiment vers l'avant, mais en tout cas, ouais. Petit déséquilibre. Ouais, déséquilibre interne. Mais vous rattrapez bien en général. Ouais, après, ça arrive de tomber. Mais ça va être plus. En course, ça va plus être une faute qui fait que des fois, tu perds l'appui, donc tu pars en avant, parce que tes skis, finalement, ils s'échappent un peu sur le côté et derrière. Et c'est pénalité, ça, ou pas? Bon, une fois que tu t'es boité, oui, tu prends une pénalité. Okay. Et des fois, t'es mal barré. Tu peux repartir. Ça dépend de ce que tu as fait, ça dépend comment tu as chuté, mais... Si t'as juste un peu touché la hanche, tu peux repartir, mais si vraiment tu t'es mis une boîte, souvent c'est même plus possible d'avoir la porte derrière. Donc après, c'est c'est out. Ouais, voilà, c'est DNF, did not finish. Okay. La pénalité, c'est le dernier des soucis dans ce cas-là. Après, ça te fait toujours ça, mais oui. Après, oui, je voulais dire par rapport aux télémarques, pourquoi, c'est vrai que les gens souvent nous posent la question, pourquoi télémarque, pourquoi, entre guillemets, s'embêter à avoir les skis décrochés, les talons décrochés et tout, mais je trouve que ça permet d'avoir d'autres sensations, on est plus proche de la neige, et puis il y a cette notion un peu de danse aussi qui est hyper sympa. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu, et c'est vrai que on va faire une piste en libre, il nous arrive plein de choses, on a plein de sensations qu'on n'aurait pas forcément peut-être avec les 2 pieds attachés. Je suis d'accord. Ouais, donc en termes de sensations, c'est vraiment très très éloigné des autres disciplines comme le ski. Il y a quand même la sensation de glisse. Si tu as des skis géants, que tu fais une piste, tu vas sentir que tu tailles une courbe et que du coup, ton ski il rentre dans la neige, il te renvoie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus de possibilités de... dans ta position, tu es un peu moins statique et du coup, tu peux un peu plus t'amuser. C'est aussi un peu plus de challenge si tu sais pas bien skier, va pas faire du télémarque, va skier, fais du d'abord ski le ski alpin, ski de descente et après c'est vrai que c'est chouette, c'est des sensations différentes. Moi je pense que j'aime bien le fait que la compétition ça soit complet du coup, parce que et on a des disciplines courte et plutôt explosive, et on a une discipline longue, la classique, où du coup on n'est pas tout à fait sur les mêmes filières, donc ça demande des qualités différentes. On a faut être bon en saut. Si t'as fait une super course mais que t'as foiré ton saut, t'as pris 2 secondes ou 4 secondes, ça peut ton résultat il sera pas là. Donc en fait c'est vrai que je trouve ça vraiment cool. Complet, vraiment, moi j'aime bien. C'est sûr que ça c'est quelque chose que j'ai remarqué assez rapidement, c'est quand même très complet. Même si, comme tu le dis, on reste sur des sprints pour la plupart, c'est vrai que déjà même le saut, est-ce que par exemple vous faites du travail un peu de gainage un peu spécifique pour gérer un peu ce qui se passe dans les airs? Du gainage, on en fait. Ça oui. De manière générale, on en fait beaucoup en position de fente justement pour tout ce qui est géant, mais en l'air, on travaille le gainage, pas forcément pour en l'air être stable, mais en tout cas, on en fait quoi. On fait des exercices sur trampoline ou ce genre de choses? Moi, j'en ai fait il y a un moment parce que j'avais justement du mal à avoir le timing en l'air. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais bossé en trampo. Et après, ce
qui nous a bien aidé, je trouve, dernièrement, c'est d'avoir bossé sur les tremplins de saut, de saut à ski. Où du coup, nous, ça ressemble pas forcément au tremplin qu'on a, parce qu'ils ont un vrai profil avec le tremplin, le lançoir, on va dire, qui remonte un peu et après qui suit la courbe. Nous, on n'a pas ces sauts-là. Mais vu qu'on a une vraie prise d'élan, on a finalement presque plus le temps d'appréhender le timing à ce moment-là, je trouve. Et moi, en tout cas, ça m'a bien aidé après sur nos tremplins en course. Ok. Mais, ça aussi, tu l'as implémenté, toi, Augustine? Ouais. On en a fait un peu. On a fait en équipe, ouais. Surtout pendant l'automne. Et puis après, on essaye de s'entraîner en hiver. Dès qu'il y a un tremplin, on essaye d'aller dessus parce que c'est pas quelque chose qu'on a à tous les entraînements. Mais le saut, je pense que c'est la chose qu'on travaille peut-être le moins. On fait beaucoup de ski de fond parce que nous, les Français, on était pas très bons. On a une réputation de mauvais skieurs de fond. C'était l'enfer. Maintenant, c'est mieux. Ouais. Mais les Norvégiens ils sont très forts. Très très forts. Et ils avaient beau être derrière en géant, ils nous bouffaient sur le ski de fond. Ouais. Donc maintenant, on est mieux. Je dirais qu'on est plus polyvalent. C'est ça. C'est le mot, polyvalent. T'as raison. Mais en fait, il faut tous travailler, il faut être bon un peu partout. Et c'est ça qui est cool, parce que si le géant, ça va peut-être un peu moins bien, on peut quand même optimiser la partie ski de fond, inversement. Ouais, donc si vous voyez un Norvégien derrière, en général sur le ski de fond, c'est mauvais signe, attention. Ouais, ça dépend, Okay. Ouais, maintenant on n'a plus trop à rougir. Je pense qu'on a gagné, on peut gagner des temps de ski de fond. C'est honnête. Okay. C'est honnête, voilà, il y a match. Et c'est vrai qu'on a gagné. Avant, il n'y avait pas match maintenant. Ouais, clairement. Maintenant, il y a plus de match, donc c'est cool. Ça montre aussi que le travail qu'on a fait... il a payé. Il a payé, parce que sur les glaciers, comme disait Argeline, l'après-midi, on retourne sur les skis de fond, enfin sur les skis en mode ski de fond. Et on a intégré ça à notre entraînement, donc c'est assez complet. Ok, parfait. Bon, on va arriver sur la fin du coup de ce podcast. Merci encore à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver pour suivre vos exploits ? Instagram, ce genre de choses, site internet, je sais pas. On est assez actifs, l'équipe de France de Télémark qui poste des réels assez sympas et tout. Vous aussi, ça bombarde. On partage et tout. De temps en temps. Après, je pense qu'on n'est pas les meilleurs en réseaux sociaux, mais bon, encore une fois, ça fait partie de notre casquette. Voilà, c'est ça. On fait ce qu'on peut. Influenceur. Grave. Du coup, est-ce que vous pouvez les donner rapidement ? De toute façon, on les mettra en description pour vous faire un peu de pub, mais... moi, c'est Argeline Tan, @Argeline Tan sur Insta. Et Augustine Carlier, facile, avec un Z. Ok, de toute façon, on mettra toutes vos informations en description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et s'il vous a plu, pensez à vous abonner, à commenter en disant ce que vous en avez pensé et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est ça qui nous aide à faire connaître Récup Active. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.